L'anthroposophie, l'un des plus grands courants spirituels et occultistes européens. Discrète, mais si présente, elle embrasse de nombreux domaines, tels que les arts, la culture, l'éducation, l'économie, la politique, ainsi que celui de la santé. Il y a par exemple les écoles alternatives Steiner-Waldorf, des établissements bancaires, l'agriculture et vin biodynamique, la marque Velleda proposant des solutions phytothérapiques et homéopathiques, et même la médecine anthroposophique avec ses injections de gui contre le cancer. Selon son créateur, Rudolf Steiner, intellectuel et clairvoyant de son époque, l'anthroposophie est un chemin de connaissance qui voudrait conduire l'esprit qui vit en l'être humain vers l'esprit qui vit dans l'univers. Son but, préparer les bases à de futurs avènements afin de sauver l'humanité. Cette vision spiritualiste, Steiner la nomma science de l'esprit. Cependant, les critiques sont nombreuses. Religion vent sans masquer, anti-vaccination, risque de dérives sectaires et parfois même conspirationnisme. Et du point de vue scientifique, l'anthroposophie représente toutes les caractéristiques d'une pseudo-science, dont le rejet des notions de réfutabilité et de reproductibilité. Steiner fut-il un incroyable clairvoyant, un visionnaire ou un illuminé? Aujourd'hui, nous allons parler science, histoire et spiritualité, côtoyer des entités mystiques et voyager vers des mondes et des plans de conscience étranges. Mais avant cela, remontons donc à la genèse de cette doctrine avec notre invité du jour, Shadow Ombre. Bienvenue à tous, je suis Kalou. Aujourd'hui nous allons parler de l'occulte anthroposophie de Steiner. Merci d'être parmi nous, Shadow Ombre. Bonsoir et merci de l'invitation. Mais merci à vous. Le plus simple pour mieux vous connaître, je pense, c'est que vous vous présentiez. Oui, bien sûr. Alors déjà, je ne suis pas un sceptique. Je ne suis pas un rationaliste, c'est-à-dire que je n'appartiens pas à ce mouvement qui est en train de se dégager en ce moment, d'exercice du doute. Je ne suis pas non plus un zététicien. Bon, alors évidemment, j'exerce le doute tout le temps, hein, c'est sûr. Je parle avec tout le monde, donc je peux très bien me retrouver à discuter avec des zététiciens, des sceptiques ou des croyants d'une certaine religion, ou des scientifiques, ou des conspirationnistes, ou même des anthroposophes si jamais ils m'invitent. J'ai lancé plusieurs invitations, toujours refusées. J'en relance encore une fois. J'en profite là. Je suis prêt à discuter avec un anthroposophe pour un entretien de la même manière, voire un débat. Donc Shadow Ombre, youtubeur. J'ai ma chaîne YouTube qui est du même nom, Shadow Ombre, parce que je veux rester dans l'ombre, d'où le, le nom de mon avatar. Je traite en général du New Age et en plus particulier de l'anthroposophie parce que pour moi, c'est le mouvement New Age qui est le plus à la pointe aujourd'hui. Je travaille sur l'actualité en résonance avec les sources. Quand je parle de sources, c'est les écrits de Rudolf Steiner et tous ceux des auteurs du New Age. Je m'aide parfois quand même, évidemment, bien sûr, d'ouvrages d'anthropologues, d'historiens et de sociologues qui ont analysé ça, mais j'essaye de garder une certaine originalité. C'est pas pour être original, mais c'est parce que à force d'étudier, j'ai une perception qui n'est pas forcément la même que celle des historiens et des sociologues. Même sur la trame, on se retrouve bien sûr. Je ne travaille pas sur la science dure, je ne fais pas de débunkage, je ne travaille pas sur les pseudosciences. Je trouve que c'est intéressant, mais ce n'est pas ce que je préfère. D'ailleurs, je ne suis pas moi-même scientifique de formation, donc je ne vais pas m'atteler à quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Donc vraiment, ce que j'aime, c'est faire et proposer. C'est une histoire précise, très sourcée. D'ailleurs, je le dis souvent, je n'aime pas la vulgarisation. Et j'étudie aussi les doctrines, j'essaie de les décortiquer et j'essaie de comprendre
qu'est-ce que le New Age, comment c'est venu, comment sont venues les néo-spiritualités, les nouvelles spiritualités à partir du 19e siècle, et pourquoi elles sont autant acceptées, autant présentes dans la société, bien plus que ce qu'on imagine d'ailleurs. J'ai commencé vraiment... Alors, je m'amusais sur YouTube un petit peu avant. Sur Internet, à l'époque, j'avais des blogs plutôt de factures littéraires. On va dire ça. Mais en fait, quand Françoise Nyssen est devenue ministre de la Culture le 17 mai 2017, sous la présidence de Macron, c'était le gouvernement Philippe-Édouard I, comme on dit, le premier gouvernement de Philippe-Édouard. J'avoue que là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, et 3 jours après, je faisais une vidéo pour expliquer qui était Françoise Nyssen et ses liens avec l'anthroposophie. Et à partir de là, j'ai continué à travailler et sur l'anthroposophie et sur le New Age. Ensuite, pour le reste, savoir qui je suis, ma véritable identité, mes idées, mon quotidien, franchement, ça importe peu. C'est un anonymat qui est assumé dans la plus pure tradition des pseudonymes ou de la littérature, oui, des pseudonymes et des avatars de la littérature, du monde des idées, du monde des arts aussi. Et puis, je considère que ce que je dis importe beaucoup plus que qui je suis. Voilà pour une présentation succincte. Eh bien, merci. Oui, effectivement, on pourra retrouver le lien de votre chaîne sous cette vidéo. Alors, le plus simple, je pense, pour commencer, c'est de parler de Rudolf Steiner, qui était le créateur de l'anthroposophie. C'était un touche-à-tout, il était à la fois un intellectuel, un occultiste, un polygraphe, un artiste, un poète, un musicologue, un chorégraphe, un critique littéraire, un écrivain. Est-ce qu'il est seulement possible de le décrire en quelques mots? Non, c'est impossible. Je peux pas. Je peux pas, donc il va falloir prendre du temps. Désolé. Et c'est vrai qu'on le considère comme un polymathe, en fait. C'est la présentation qu'on nous donne de cet homme-là. C'est-à-dire, un polymathe, c'est quelqu'un qui a connu, compris et acquis en quantité dans divers domaines, dans les arts, les sciences. Des polymathes célèbres, il y en a, Pythagore, Avicenne, Copernic, Léonard de Vinci. On a l'impression que quand on nous présente Rudolf Steiner, eh bien, c'est un polymathe aussi. On a l'impression aussi d'avoir affaire à un génie universel, comme ces personnes qui, à l'époque, ont fait, comme on appelait cela, leur humanité, c'est-à-dire qu'ils ont étudié l'histoire, les sciences, la philosophie antique, etc. Je pense à Ronsard, Montaigne, etc. C'était les débuts de l'humanisme avant qu'on change la définition de l'humanisme. Et on a l'impression aussi, dans un troisième temps, d'avoir affaire à un homme complet, un homme parfait. Je m'explique, l'homme parfait, l'homme complet, c'est un concept spirituel des anciennes traditions, c'est-à-dire de l'islam, du judaïsme, des doctrines hindoues, du taoïsme, etc. On le retrouve, ce concept, un peu partout. Par exemple, dans le judaïsme, on appelle ces hommes complets les Hasid Agadol. Chez les musulmans, c'est le Insan el-Kamil. Chez les Indiens, les hindous plutôt, des Aryas. C'est un homme qui dépasse le cadre religieux exotérique, c'est-à-dire le côté pratique, prière, etc., et qui a atteint des sommets de la spiritualité par une quête de la perfection réussie. On pourrait rapprocher cela à ce que disait Socrate, enfin ce que faisait dire Platon à Socrate, c'est l'homme qui s'est connu. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. On a l'impression que Rudolf Steiner, c'est ça. Ce qui est intéressant de faire là, c'est de délayer ce côté hagiographique. La géographie, c'est la vie apologétique des saints dans une ancienne tradition, et d'essayer de trier le bon grain de livret, ou plutôt de vraiment savoir ce qu'il a fait par des faits, justement, à partir des sources mêmes. Et Rudolf Steiner, c'est un homme, déjà, un homme de chair et de sang, qui est né à Kraljevic, dans le nord-ouest de la Croatie, dans l'Empire d'Autriche à l'époque, le 25 février 1861. Il a vécu en Autriche, en Allemagne et en Suisse, et il est mort en Suisse à Dornach, près de Bâle, le 30 mars 1925.
Alors cet homme parfait, complet, ce génie universel, ce polymathe, en fait, quand on regarde justement sa vie, à partir de son autobiographie ou des biographies faites par ses disciples, continuateurs, on remarque surtout qu'il est allé d'échec en échec, et ce jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier jour. Alors, en tout cas, il a réussi à créer l'anthroposophie, qui est un mouvement occultiste qui lui est propre et qu'il définit comme une science de la spiritualité. Une science dans le sens, une observation, une méthode, un compte-rendu rigoureux. C'est ce que lui, il appelle la science. Et l'anthroposophie, c'est une pratique pour amener à la clairvoyance et afin de pénétrer les mondes suprasensibles, c'est-à-dire qui sont au-delà du sensible et du physique, et de pénétrer les mondes, ce qu'il appelle les mondes spirituels. Et pour formaliser ce mouvement, il va créer une société, dont d'ailleurs il ne va pas être ni président ni membre au début. En tout cas, oui, il ne va pas être membre du Vorstand, du comité directeur de cette société, mais il présidera cette société à la fin de sa vie, à cause d'une défiance, peut-être qu'on en reparlera à l'occasion. Il va créer aussi concrètement un bâtiment qu'on appelle le Vatican de l'anthroposophie, le Goetheanum. Alors on dit de lui que c'est un philosophe. Bon, il a eu un doctorat en philosophie à Rostock, mais l'université de Rostock est connue pour donner ses diplômes. D'ailleurs, il va assister à aucun cours et son diplôme va lui être donné en raison des articles qu'il a écrits dans les revues auxquelles il participe, ou même des revues qu'il tient. Il a écrit un bouquin, La philosophie de la liberté, en 1893, qui est un gros bide, pour le dire trivialement et simplement, un gros bide critique et public. Son livre ne va pas du tout marcher, il ne va pas être reconnu par la notoriété intellectuelle et philosophique de l'époque. D'ailleurs, en philosophie, dans l'histoire de la philosophie, il ne reste pas dans les annales. Il n'est pas considéré comme un philosophe dans le monde de la philosophie et il n'est pas étudié nulle part, sauf dans les universités anthroposophiques. Donc, philosophe, non, pas du tout. Par contre, on dit de lui qu'il va se spécialiser dans ce qu'a produit Goethe, le grand esprit allemand. Alors, ça va se faire comment? Ceci aussi est un échec en vérité, ce passage de sa vie. En 1879, il rencontre Karl Julius Schroer, qui est le fondateur de l'association des archives de Goethe. Ils vont s'entendre et il va l'embaucher. Sauf qu'il va commencer vraiment à prendre son poste 4 ans après son embauche. Pour quelle raison? C'est parce que il a été jugé qu'il n'avait pas le niveau. Il est cantonné à la seule philologie, donc à l'étude textuelle, mais il ne peut pas faire de commentaires, pas de commentaires scientifiques. Et comme en philologie, il n'a aucune connaissance, il fait de grosses bourdes, de grosses erreurs. D'ailleurs, son contrat à l'association de Goethe, des archives de Goethe, ne sera pas renouvelé parce qu'il a trop de lacunes. Et puis, il s'approprie Goethe dans la philosophie de la liberté d'une manière que ceux qui travaillent dans cette association des archives de Goethe trouvent que c'est dénaturé Goethe, en fait. Ensuite, il va lâcher un peu Goethe sur le coup, et puis il va essayer de se diriger vers Nietzsche, qui est encore vivant d'ailleurs. Il essaiera de lui faire du pied, si on peut dire, mais sans succès. Il va essayer de travailler aux archives de Nietzsche, mais ce sera refusé aussi. Et il va très vite délaisser Nietzsche aussi. Bon, il va écrire des livres sur quelques philosophes, des biographies, des explications philosophiques, mais ses ouvrages seront aussi des bides monumentaux, sauf dans le milieu anthroposophique. Il demandera une chaire à l'université de Vienne, une chaire de philosophie, c'était en 1897, et là aussi ça lui est refusé parce que son diplôme ne va pas être reconnu par l'université de Vienne et parce qu'on considère qu'il a trop de lacunes, encore une fois. Donc vraiment, philosophe, à mon sens, et par rapport à ce que je viens d'évoquer, qui est effectivement sourcé, et qui est effectivement même dans l'autobiographie de Rudolf Steiner, il n'est certainement pas un philosophe. Bon, écrivain, bon, d'accord, il a écrit des livres, ça, c'est sûr, 40. Bon, aucun, encore une fois, n'a marqué l'histoire des lettres ou des sciences ou de la philosophie. Aucun n'est étudié nulle part, sauf dans les milieux anthroposophiques. Ou par les critiques, évidemment, ceux qui ont un attrait pour le New Age. Moi, j'ai lu Rudolf Steiner, mais c'est pas parce que je suis intéressé par l'anthroposophie, c'est parce que je voulais vérifier ce qu'il y avait dans le moteur, pour le dire trivialement.
Dans l'écriture, d'ailleurs, Rudolf Steiner, il a un gros problème de style. Ses bouquins sont des kouglof immangeables. On peut offrir ces bouquins à sa belle-mère si on souhaite l'étouffer, par exemple. C'est assez dur ce que je dis. Alors, les anthroposophes vont dire que c'est parce qu'il est difficile à comprendre, etc. Bon, je suis habitué à lire des bouquins de philosophie, d'historiens pointus, d'hermétistes, des anciens grimoires, d'occultisme, etc. Non, non, c'est juste que c'est du gloubi-boulga. Il a vraiment un problème de style d'écriture. Il a tenu d'accord un magazine littéraire, comment on dit en allemand, Das Magazin für Literatur, un hebdomadaire racheté en 1897. Et il va décevoir très vite son public parce que c'est un public bourgeois intéressé par voilà, la littérature bourgeoise. Et comme à ce moment-là, il va s'engager auprès de certains ouvriers parce qu'il va avoir des engagements socialistes et anarchistes, bon, ça va déplaire à ses lecteurs et il va faire faillite, il va devoir très vite vendre son magazine. Bon, écrivain, d'accord, il a écrit des bouquins, ça on peut pas le nier, mais bon, Loana, par exemple, de Love Story, a écrit 2 bouquins aussi. Je ne sais pas si on peut dire que cette personne est une écrivaine. Oui, elle a écrit 2 livres, donc bon. Quoi d'autre? Scientifique. On dit de lui que c'est un scientifique. En sciences dures, ce qu'on appelle la science dure, physique, mathématiques, chimie, etc. Non, non. Aucun ouvrage marquant, aucun ouvrage étudié nulle part, encore une fois, sauf par les anthroposophes. Son père voulait qu'il soit ingénieur. Il a poussé à être ingénieur. Il a obtenu son abitur, son bac allemand en 1879, et il va intégrer l'Université technique de Vienne. Mais il va abandonner assez vite parce que ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la littérature, les arts, la poésie et la philosophie. En conférence et dans ses livres ensuite anthroposophiques, à caractère anthroposophique, il essaye d'expliquer le cosmos à l'aune de ce qu'il considère être la vérité, c'est-à-dire la science de la spiritualité. Grégoire Perra, d'ailleurs, sur Twitter, évoque le saviez-vous, Rudolf Steiner pensait que si, que ça. Bon, on se rend compte que c'est d'une bêtise complète ce qu'il raconte. Jean-François Theiss, qui tient un site, Theiss, T-E-Y-S, vous pouvez trouver son site sur Internet très facilement, a écrit un texte qui s'appelle Cosmologie chimérique de Rudolf Steiner. On voit sa vision du cosmos, c'est assez extraordinaire, assez fantasque. Quelques exemples, la Terre, c'est un tétraèdre mal soudé et qui est plat au-dessus. Il n'y a pas de magma sous la croûte terrestre. Les volcans sont des résurgences de la Terre mal soudée. La Lune est faite de cornes vitrifiées. Les animaux descendent de l'homme. Je ne parle pas de sa conception pour l'instant des races racines, de la réincarnation des hommes, mais aussi de la Terre. Bon, scientifique, c'est certainement pas un scientifique. Alors pour lui, la science, c'est quoi? Pour Rudolf Steiner, c'est ce qu'il va appeler l'approche goethéenne et qu'on entend beaucoup dans la bouche des anthroposophes pour se donner un certain crédit. Une approche que Goethe va définir dans La Métamorphose des plantes et autres écrits botaniques, un livre qui sera publié en 1790. Et Goethe, il explique une chose, c'est que bon, la nomenclature des espèces végétales, c'est une chose qui est fort intéressante, mais lui, ce qu'il va mettre en avant, c'est un processus qui est très daté aussi, qui ne fonctionne plus, qui n'est pas très pris au sérieux aujourd'hui, sauf par les anthroposophes. C'est observer la plante, penser la plante, sa forme quasi poétiquement avec des métaphores pour arriver à la plante primordiale. Rudolf Steiner, lui, il va prendre cet exemple, il va l'appliquer à tout. Tous les domaines de la vie, tous les objets, les choses, le vivant, le mort, l'inanimé, etc. Et il va développer ceci, la pensée pure, en observant, en réfléchissant, en méditant sur un objet, un fait, etc. Ça va nous amener à la clairvoyance. À partir de là, on va retrouver l'homme primordial qui est en nous. Et ce qu'il met en avant, c'est que c'est à partir d'une observation rigoureuse. On va observer rigoureusement, tous les jours, pendant 10 minutes, une chaise. Expliquer qu'est-ce que c'est, s'expliquer soi-même ce que c'est, d'où ça vient, qui l'a fait, pour quelle raison, etc., etc. Ça, il va l'appeler la science, lui. Bon, dans le paradigme qu'est la science dure, que propose la science dure comme axiome, c'est pas de la science dure, non. Comment vous l'avez défini? Artiste, musicologue, chorégraphe. Bon, c'est le même topo, hein. Il a créé des pièces mystères.
pour rappeler les pièces mystères de l'Antiquité grecque. Bon, des pièces qu'il a écrites, des pièces qu'il a chorégraphiées à partir de pièces écrites par la plus grande girouette des occultistes de tous les temps, Édouard Schuré, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler. Donc il va faire des chorégraphies, mais encore une fois, tout ça c'est joué dans un seul cadre, dans le cadre anthroposophique. Ailleurs, personne ne joue du Steiner nulle part ailleurs, nulle part. Ça n'existe pas. Pour la poésie, idem. Et pour la danse, c'est la fameuse rythmie dont on reparlera, qui est créée par Rudolf Steiner en compagnie de sa femme Marie Steiner, sa seconde épouse. C'est une danse qui est occultiste et qui est performée par les seuls anthroposophes, les élèves Waldorf, et par ceux qui suivent des soins en médecine anthroposophique. Alors du coup, bon, qu'est-ce que Rudolf Steiner? C'est une grande question du coup, parce que là, c'est particulier. En fait, il faut aller au plus simple. Rudolf Steiner, c'est un occultiste de son temps, qui, même s'il est allé d'échec en échec, était un grand opportuniste, un grand conférencier, très bon orateur, avec beaucoup de charisme. Ça, c'était sa grande puissance. C'était son grand point fort. Il était un stratège aussi. Il savait naviguer dans les divers mouvements, parce qu'il a touché à tous les mouvements secrets, société, franc-maçonnerie, etc. Il a réussi à se créer des alliances, à se faire un gros public, à travers 6000 conférences tout au long de sa vie. Et puis aussi, c'est que un détail intéressant, qui a l'air comme ça trivial parce que c'est sa vie intime, mais qui dit beaucoup du personnage, alors qu'il est en pleine déconfiture, qu'il doit vendre son magazine, qu'il est pas son contrat n'est pas renouvelé par les archives de Goethe, il n'a plus de moyens de gagner de l'argent, il a 38 ans, il épouse Anna Hönig, une veuve de 5 enfants, qui lui offre un foyer et de quoi manger. Et alors qu'il intègre les cercles théosophiques et où il commence à faire des conférences, il trompe sa femme avec une élève qui est issue du milieu aristocratique, Marie Sievers. Sa femme le remarque, lui demande le divorce. Mais en tout cas, Anna Hönig meurt en 1911 et il épouse sa maîtresse, celle qui était sa maîtresse, il l'épouse en 1914. Alors, tout au long de sa carrière dans le milieu théosophique et anthroposophique, elle va avoir des cornes à n'en pas finir, Marie Sievers, Marie Steiner, parce que le public aussi de Rudolf Steiner, en premier, c'est un public très féminin, comme dans tous les milieux occultistes, parce que ce sont des personnes qui sont en majorité, alors je sais que c'est difficile d'étiqueter, etc., surtout avec toutes les questions de genre, de sexualité en ce moment, donc je ne veux pas froisser qui que ce soit en disant ça, mais c'est vrai que les femmes, à l'époque, avaient une certaine sensibilité, étaient attirées par les sentiments qui étaient développés dans l'occultisme. De toute façon, ce qui est sûr aussi, c'est que Rudolf Steiner va tromper Marie Steiner avec Ita Wegman à la fin de sa vie, une doctoresse avec qui il va développer la médecine anthroposophique et notamment les soins du cancer. Ce qui est marrant, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, sa vie est un échec total quelque part, puisqu'il est mort du cancer alors qu'il avait, soi-disant, trouvé un remède miracle pour en guérir, le fameux Viscomalbum, le gui, peut-être qu'on en reparlera aussi. Alors, les anthroposophes disent qu'il aurait été empoisonné ou que l'incendie du premier Goetheanum aurait joué sur son moral et sur son esprit, etc. Bon, c'est pas vrai. Il avait un cancer. Et à sa femme jalouse, Marie Steiner, lui, il disait, on a des relations ouvertes, c'est la philosophie de la liberté, j'engage les gens à être ouverts dans leurs relations. Et il dira à sa femme, toi, tu es mon épouse sur Terre, Ita Wegman, c'est mon épouse dans les mondes spirituels. Et ce qui va se passer, par contre, à la mort de Steiner, c'est que ça va donner lieu à un important chiisme, puisque les deux femmes vont combattre, il va y avoir quasiment deux sociétés anthroposophiques qui vont se combattre l'une l'autre. Quand on lit aussi un bouquin qui s'appelle Souvenir, Rudolf Steiner et l'Université de Berlin, écrit par Johann Mux et Arwin R. Rudolf, c'est qu'il avait une propension très forte à lever le coude. Il aimait bien l'alcool, un peu trop même. En tout cas, là où il faut lui donner crédit, c'est qu'il a créé un occultisme pragmatique par rapport à tous les occultismes qui se créaient, puisque ça bouillonnait à l'époque. Il a poussé l'occultisme à être une religion, c'est-à-dire que
tous les domaines de la vie vont être passés au crible de l'anthroposophie. La sexualité, la médecine, l'éducation, l'histoire, les sciences dures, l'agriculture, les concepts sociaux avec la triarticulation, pardon, les concepts économiques avec les banques, la façon de danser, les pratiques spirituelles, la cosmologie, la téléologie, les rites, une église, un régime alimentaire, etc., etc. Le tout géré, propagé et promu par un Goetheanum, le Vatican de l'anthroposophie, et des maisons d'édition anthroposophiques. Voilà en quelques mots comment on pourrait définir qui est Rudolf Steiner. Mhm. Est-ce qu'il y avait beaucoup de courants religieux, spirituels, identitaires à cette époque? Il me semble qu'il y avait une réelle effervescence, non? Oui, c'est une époque, le mot est juste, effervescente, très troublante, parce que très troublante, justement. Le 19e siècle, cette fin de 19e siècle, c'est une période où les anciens systèmes sont en train de tomber en Europe. Les systèmes de société, globalement, il y a des troubles militaires, il y a l'avènement des républiques et des démocraties, en tout cas dans les idées, parce que les peuples sont confrontés toujours aux impérialismes. C'est une période très très trouble. Il y a l'avènement du concept de l'État-nation, tel que défini par Ernest Renan, qui est totalement nouveau. Il y a deux types de gestion des sociétés qui vont émerger et contaminer la pensée intellectuelle politique jusqu'à aujourd'hui quasiment, c'est-à-dire le communisme de Marx et Engels et le capitalisme porté par les anglo-saxons. Ça, c'est nouveau aussi. Il y a la question de l'identité, puisque les États-nations existent, la question de l'identité apparaît fortement, liée à celle de la race. Il y a la séparation des églises et des États. Ça, c'est nouveau aussi. C'est un contexte qu'on appelle, pour reprendre l'expression de Nietzsche, la mort de Dieu, c'est-à-dire une critique véhémente des monothéismes, une défaite des monothéismes surtout, et surtout le catholicisme, puisque c'est la région dominante en Europe, qui est considérée désormais comme un obscurantisme et une embûche, un obstacle pour progresser, pour faire progresser l'humanité. Il y a l'avènement de la science comme la croyance en la seule explication saine du monde. Il y a du coup avec cela l'avancée technique, l'avancée technologique et la conception du bonheur de l'homme sur Terre à partir du confort matériel. Il y a l'urbanisation, voire l'hyperurbanisation, il y a l'industrialisation, avec une vie qui devient terrible. On croit se défaire du servage, etc. Mais l'industrialisation, quête de liberté qui est quand même assez terrible et dont les gens vont vite se rendre compte. Il y a la domination symbolique de l'Occident aussi, qui se confond avec celle de la domination de l'homme blanc à travers le monde, avec le colonialisme. C'est une ère matérielle qui est effrayante pour beaucoup de gens moyens, comme nous, quoi, parce que tous les repères sont chamboulés. Ça, c'est au point de vue social. D'ailleurs, la mise en place de tous ces nouveaux piliers sociétaux sont sérieusement ébranlés par une période horrible qu'on définira comme la conclusion de ce terrible changement de paradigme. On a tendance à l'oublier. C'est la drôle de guerre, la guerre de 14-18, où les milieux intellectuels seront très inquiets parce qu'ils auront tous mis leur pion sur cette nouvelle façon de vivre, sous ces nouvelles espérances. Et toutes ces nouvelles espérances sont amenées à quoi? À la mort, à la guerre fratricide. Du coup, après 14-18, les intellectuels vont faire ce qu'on appelle, il y aura la grande discussion, notamment en France, mais aussi en Allemagne, qu'on appelle les appels d'Orient. Est-ce que l'Orient est plus sage que nous? Est-ce qu'on doit s'imprégner de la sagesse orientale ou est-ce qu'on doit aller à fond vers le modernisme et l'Occident? En tout cas, il y a une réaction à l'hypermatérialisme qui est compréhensible et qui va émerger. Ce que j'appelle hypermatérialisme, c'est à la fois le capitalisme et à la fois le communisme, puisque c'est en fait le même principe. C'est une gestion du matériel et de l'argent, soit chacun pour soi, soit partagé. Mais c'est toujours l'argent comme axe principal. Donc c'est du hypermatérialisme, puisque c'est la seule nécessité qui va permettre aux gens d'être heureux grâce au confort. Donc il va y avoir une véritable rébellion par rapport à ça.
Et c'est là que les néo-spiritualités vont apparaître, les nouvelles spiritualités, qui vont d'ailleurs parfois donner lieu à de nouvelles religions. Et ces nouvelles spiritualités, elles vont se poser en contraire du scientisme. En Occident, on a deux manières de voir le monde d'un point de vue scientifique. C'est le vitalisme, représenté par exemple comme Bergson, c'est-à-dire que c'est pas possible, le corps humain ne peut pas être fait que de matière, il y a quelque chose d'autre au-dessus. Ou le mécanisme, qui est représenté par Descartes, l'homme est une mécanique avec des incidences d'atomes, d'hormones, etc. Mais c'est mécanique. Le néo-spiritualisme, en fait, c'est la continuité du vitalisme avec une portée spirituelle. Le néo-spiritualisme, c'est ce que j'appelle le nouvel âge, le New Age. Alors certains circonscrivent le New Age des années 60 jusqu'aux années 80, 1960 jusqu'aux années 1990. Pour moi, ça démarre à partir de 1847, vraiment. À l'époque, déjà, on critiquait le néo-spiritualisme. Les contempteurs, c'était à la fois les scientifiques et les catholiques. Cette idée de dire que aujourd'hui, le côté matérialiste, scientifique, j'allais dire, et sa continuité même rationnelle, etc., c'est tout le contraire des néo-spiritualités. En fait, non, ça fait partie d'un même monde qui est né à la fin du 19e siècle. C'est un monde qui est exclusivement occidental. Toutes ces néo-spiritualités sont exclusivement occidentales. C'est un monde qui est lié à l'humanisme, dans le sens non pas de celui de Ronsard et de Montaigne dont je parlais tout à l'heure, mais dans sa définition la plus simple, celle d'aujourd'hui, c'est que l'homme est mis au centre de tout. C'est la définition moderne. Et quand l'homme est mis au centre de tout, il y a une quête du surhomme, où ce qu'on trouve dans certains milieux scientifiques, c'est le transhumanisme, c'est l'homme éveillé, c'est l'homme supérieur. Et c'est surtout des spiritualités, que ce soit la spiritualité nouvelle ou la science, c'est une quête où la science ou la projection sociale de l'homme sur Terre, c'est une quête du bonheur sur Terre, et non après la mort, comme ça se présentait dans les anciennes traditions et les anciens systèmes d'organisation, de pensée du monde. Sans rentrer dans les détails, il va y avoir ce qu'on appelle un proto-New Age, ce que j'appelle un proto-New Age, qui va se dessiner avec le mesmérisme à la fin du XVIIIe siècle. C'est une espèce de thérapeutique à partir des fluides. C'est là qu'on commençait à comprendre l'électricité, etc. On se disait qu'il y avait des choses qui traversaient l'air et qu'on ne voyait pas, mais qu'on pouvait maîtriser. D'ailleurs, il va y avoir toute une littérature et des fantasmes comme le vril, qui va être transposé dans les films actuels comme pas le Seigneur des Anneaux, n'importe quoi, Star Wars, la Force. C'est ça, en fait. Il va y avoir une paramaçonnerie qui va se créer au 19e siècle. La paramaçonnerie, c'est la maçonnerie irrégulière, qui n'a pas de rapport a priori avec la franc-maçonnerie, mais qui en recopie le fonctionnement, et qui va être égyptianisante au départ, parce qu'il y a la conquête de l'Égypte par Bonaparte, et du coup, évidemment, la découverte de la culture égyptienne, la traduction des hiéroglyphes, tout ça c'est fascinant, c'est très romantique. Et deux paramaçonneries vont être créées, une avec le rite de Memphis, une avec le rite de Misraïm, qui va s'allier et qui va donner le rite Memphis-Misraïm, qui aura participé à des projets sociaux très importants, s'ils vont être très impliqués dans la vie sociale, la démocratie, la laïcité, mais aussi la libération de pays. Par exemple, le deuxième grand hiérophante. Non, je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est le premier grand hiérophante, mais c'est à vérifier. Le premier grand maître du rite Memphis-Misraïm, c'est Garibaldi, le libérateur de l'Italie, qui a libéré d'ailleurs l'Italie grâce à l'aide des Carbonari, qui est une paramaçonnerie aussi. Je dis ça, c'est important parce qu'on a des complotistes d'un côté qui disent ouais, la franc-maçonnerie en général, et il y a des anticomplotistes, des rationalistes qui disent non, mais la franc-maçonnerie, arrêtons avec ça. C'est plus complexe que ça. Les uns et les autres ont raison, les uns et les autres ont tort. La franc-maçonnerie, c'est un sujet très vaste, très fascinant, et qui est très important pour la compréhension aussi de notre société actuelle. Vraiment. À cette époque-là, il y a aussi des loges et des sociétés vraiment secrètes qui vont se créer.
en relation avec le rosicrucisme, qui est un mouvement hermétique, ésotérique, religieux, chrétien du XVIIe, qui va se perdre et qui va se recréer donc au XIXe siècle. C'est pour ça qu'on va parler de néo-rosicrucianisme, de nouveau rosicrucianisme, qui n'auront aucun, ces néo-rosicrucianismes n'auront aucun lien avec le rosicrucianisme originel. Ils vont tous en prévaloir, ils vont tous trouver des maîtres cachés ou des bouquins qui auront effectivement, qui prouveront que telle loge ou société sont les vraies loges rosicruciennes. Elles vont toutes être concurrentes. Il va y avoir une grosse effervescence à ce niveau-là. Et puis, il y a la continuité du protestantisme aussi, qu'il ne faut pas oublier. Le protestantisme, c'est quelque chose qui a ouvert aussi au Nouveau Monde, parce qu'il y a une quête de la liberté par rapport à l'Église catholique, et ils vont s'appuyer sur la sola scriptura, l'écriture seule, et l'interprétation, et à partir de là, tout le monde peut interpréter, et donc à partir de là, il y a énormément de mouvements qui vont se créer, qu'on va appeler, sans le côté péjoratif d'aujourd'hui, des sectes. Et je pense par exemple aux Mormons, aux Adventistes, surtout aux Adventistes du 7e jour, et à d'autres groupements qui existent et qui pullulent surtout aux États-Unis. Et c'est là où je place, moi, le commencement du néo-spiritualisme, c'est avec les Sœurs Fox en 1847 et l'avènement du spiritisme. Pour moi, c'est le début. Donc, le spiritisme, qu'est-ce que c'est? L'idée est simple, c'est qu'on peut entrer en contact avec l'esprit des morts, d'un mort, de plusieurs morts, par le biais d'une tierce personne qui a une capacité à rentrer en contact avec le monde qui est au-delà du physique, le suprasensible. C'est pas la métaphysique, c'est pas la même chose du tout. Et cette tierce personne, c'est un médium. C'est les débuts des médiums. Il y a deux nouveautés. Par rapport à tout ce qui se faisait, tout ce qui pullulait, etc., il y a deux nouveautés avec le spiritisme. D'une part, c'est que ça va s'organiser publiquement autour de ces phénomènes-là. Il va y avoir des réunions, des écoles, des mouvements, et puis carrément, ça va se transformer en religion, quasiment, avec le kardécisme en France. Donc ça, c'est nouveau. Et puis la deuxième chose qui est nouvelle, c'est que ça va tenter de se prouver scientifiquement. À partir de là, les spirites vont exposer que le corps est composé, l'être humain est composé de 4 corps, le physique, le périsprit, l'astral et l'éthérique. Le spiritisme va admettre, alors le spiritisme français, pas le spiritisme américain. Le spiritisme français, mais c'est le spiritisme français qui va vraiment dominer l'ensemble du monde ensuite. Va admettre la réincarnation, et aussi la réincarnation des êtres, pas seulement sur Terre, mais sur d'autres planètes d'ailleurs. Hein. Et ça, ils vont essayer de l'expliquer scientifiquement. Et ça, c'est quelque chose que ne faisaient pas les autres traditions. Ils n'essayaient pas de prouver scientifiquement. C'est très rarement arrivé. Ou quand c'est arrivé, c'est parce qu'il y avait, par exemple, ils faisaient des mathématiques, de la géométrie, de la physique. C'était ce qu'ils appelaient de la géométrie sacrée. C'était symbolique, en fait. Le spiritisme, ça va énormément marcher. Ça va avoir un retentissement international. Et ça va être un phénomène de mode. Toutes les élites vont y participer. Donc j'en ai parlé en France, c'est Alan Kardec qui va, le professeur socialiste. Il faut dire que les socialistes, la communauté de gauche en France était très attirée par le spiritisme parce qu'il y avait une idée d'évolutionnisme. Si on se réincarnait pauvre, c'est que dans notre vie précédente, on avait commis des erreurs. Et donc c'est une faute. Alan Kardec va écrire le livre des esprits et il va affirmer que le spiritisme, c'est le vrai christianisme. Et il a un argument béton pour ça, c'est que c'est Saint Louis lui-même qui va le lui confirmer. Tous les mouvements spirituels qui vont se créer, spirituels ou religieux qui vont se créer par la suite, vont emprunter au spiritisme. D'ailleurs, toutes les grandes personnalités de l'époque vont d'abord être spirites un temps. Il y a un personnage important aussi, à cette même période, qui va faire son apparition dans le monde des néo-spiritualités, c'est Alphonse Louis Constant, qui va se faire appeler Eliphas Lévy, et qui est né en 1810 et mort en 1875, qui est un moine catholique défroqué, et qui va s'intéresser à la magie. Et il va écrire un bouquin qui va faire date, qui est important de lire quand on s'intéresse à ces choses-là. Le nier dans l'histoire du New Age, pour moi, c'est une erreur grave. Ce bouquin s'appelle La magie, dogme
et rituels de la haute magie. Il est publié en 1854. Eliphas Lévy, c'est vraiment le précurseur, ou même on peut dire que c'est le créateur de l'occultisme. Et l'occultisme, c'est quoi? C'est de l'emprunt aux anciens ésotérismes qui existaient dans les anciennes traditions, la Kabbale, l'hermétisme, la Kabbale chez les juifs, l'hermétisme chez les chrétiens, le soufisme chez les musulmans, les doctrines hindoues. Bon, là, c'est particulier chez les hindous parce que le côté exotérique et le côté ésotérique se mêlent. Mais ils étaient toujours attachés à une tradition. Avec l'occultisme, ça va être complètement détaché des traditions et des religions. Complètement. On va faire de l'alchimie, sans religieux, du tarot, de la divination, etc., etc. Eliphas Lévy va être plagié énormément par tous. À commencer par l'aventurière, la grande aventurière, parce qu'elle avait une sacrée vie quand même, il faut le reconnaître, et le grand escroc qu'elle était, la russe Elena Petrovna Blavatsky, qui est née en 1831 et 1891. Elle va mélanger le spiritisme et l'occultisme, le spiritisme qui est né aux États-Unis et l'occultisme d'Eliphas Lévy, et elle va créer avec ça la Société théosophique en 1875 à New York, une société théosophique qui va s'installer l'année suivante en Inde. Pourquoi en Inde? Pourquoi elle part en Inde? C'est parce que, comme ça va lui arriver très souvent, elle va fuir un pays pour des raisons de justice. Elle va être accusée de charlatanisme. Sa vie est une fuite incessante. Donc elle va créer le théosophisme qui n'a aucun rapport avec la théosophie. C'est pour ça que je fais attention aux mots. Le théosophisme, c'est ce que j'applique avec d'autres, hein, je ne suis pas le premier à le faire. Au mouvement de Blavatsky, la théosophie, c'est tout le mouvement ancien du XVIIIe siècle, des Swedenborg, des Jacob Böhm, etc. Ça n'a rien à voir. Le théosophisme va avoir une prétention, celle de la religion universelle. Les médiums, ceux qui sont doués de clairvoyance, sont contactés, en l'occurrence évidemment Blavatsky, la première, par les supérieurs, des supérieurs inconnus, des grands maîtres qu'on va appeler la fraternité blanche, les célèbres Kut-Umi, Moria, Jawalkul, etc., qui vont lui donner une explication du monde, qui vont lui donner accès à ce qu'on appelle la Kasha, et donc elle va avoir accès au passé et à l'avenir. Avec la société théosophique, elle va mettre aussi en place, évidemment, la réincarnation, la hiérarchie spirituelle des races, avec les Lémuriens, les Atlantes, etc. Elle va créer une section ésotérique, alors qu'on parlait que d'occultisme jusqu'à ce présent. Pendant le temps de la création de la société théosophique, elle va créer une section ésotérique où elle va mettre en place une initiation secrète auprès de disciples qui sont sélectionnés, enfin plus ou moins sélectionnés quand même. Et la société théosophique va surtout essayer de se rendre crédible en utilisant un jargon scientifique et en disant qu'elle applique elle-même la science, tout en disant que le matérialisme et la science, c'est le mal. Madame Blavatsky va emprunter à la fois à l'Égypte, parce que quand elle a commencé sa carrière, c'était l'Égypte qui était à la mode, et elle va la finir avec les doctrines hindoues qu'elle va récupérer, tordre à souhait, mal comprendre d'ailleurs, mais qu'elle va injecter dans la société théosophique, dans les dogmes de la société théosophique, la doctrine, qui est d'ailleurs très pauvre, c'est une doctrine très très pauvre, comparée aux anciennes traditions en tout cas. Et ça va séduire énormément parce qu'il y a le côté oriental, le côté hindou qui est complètement romantique. Et les gens vont s'y intéresser parce qu'ils vont avoir l'impression d'avoir affaire à une sagesse plurimillénaire. La société théosophique, ça va être l'organisation néo-spirituelle la plus importante de l'époque. Et en France, évidemment, la société théosophique s'implante. Et il y a un personnage qui va créer ce qu'on appelle vraiment un mouvement qui s'appelle l'occultisme. C'est Gérard d'Ancos, alias Papus, qui est à la fois, lui, spirit, puis théosophiste. Et il va créer, en 1891, l'ordre martiniste, qui est une maçonnerie irrégulière, et il va mélanger spiritisme et occultisme avec la Kabbale détachée du judaïsme, l'alchimie, le tarot, la médiumnie, etc., mais avec un rapport plus maçonnique, même s'il va être rejeté par toute la maçonnerie régulière. Et il va aussi s'expliquer par la science. Quand vous dites expliquer par la science, est-ce qu'ils utilisent certaines méthodes?
Oui, c'est ça, observation, expérimentation, jargon scientifique, une volonté d'essayer de montrer que ce qu'ils expliquent est cohérent par rapport à la science. Ils vont utiliser d'ailleurs des principes scientifiques, l'électricité, l'air, les atomes, et tout ce genre de choses. Oui, oui. La société théosophique, en tout cas, non, pas seulement la société théosophique, pardon, toutes les néo-spiritualités ont une quête, se détacher des anciennes traditions, se prouver scientifiquement, prouver que le berceau de l'humanité, ce n'est pas, comme le disaient les anciennes traditions, en tout cas les monothéismes, entre le Tigre et l'Euphrate, c'est-à-dire dans l'actuel Irak, c'est par contre l'Hyperborée, c'est-à-dire le nord de l'Europe, voire le pôle Nord, c'est la quintessence des Ariens. Et trivialement aussi, il y a une quête de romantisme. Et puis pour ceux qui dirigent tous ces mouvements néo-spirituels, une quête de reconnaissance, beaucoup d'ego. Les premiers contempteurs de ces mouvements néo-spiritualistes, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont au nombre de deux. Les catholiques, non pas seulement parce que c'est de la concurrence, mais parce qu'ils considèrent vraiment que ce sont des fausses croyances, et les scientifiques. Mais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas tant que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont... Enfin, pas tant que ça. Pas de manière si importante à ce que l'on pourrait penser. Beaucoup sont attirés d'ailleurs. La Society for Psychical Research, la société de recherche psychique qui va être créée à Londres en 1882, a pour but d'expliquer les phénomènes paranormaux mis en place par le spiritisme, le théosophisme, etc., pour essayer de les comprendre scientifiquement. Et ils vont se retrouver très vite à quand même à débunker, comme on dit dans le jargon actuel. Mais en tout cas, il y a un avènement du psychique et du psychologique. Je n'ai pas parlé aussi de ça, évidemment. Tout ce qui traverse la nouvelle ère du 19e siècle, c'est le mouvement freudien et jungien de la psychologie, de la psychanalyse. Mais tout ça, c'est pour dire que ces néo-spiritualités expriment le fait que le pouvoir est en nous. La force est en nous. Et l'anthroposophie, elle se situe où dans ces courants? L'anthroposophie, c'est une continuatrice, alors ça se veut pas comme ça, mais c'est une continuatrice de tout ce qui s'est fait jusqu'à sa naissance. C'est surtout une continuatrice du théosophisme, enfin, c'est plutôt une dissidence. Il faudrait resituer peut-être justement tout ce bouillonnement, toute cette effervescence dans le cadre de l'Allemagne et de l'Autriche, là où l'anthroposophie est née. La néo-spiritualité dans cette région du monde est aussi très influente. C'est un milieu qui est effervescent. Je ne vais pas citer tous les noms de toutes les personnalités qui vont s'adonner aux néo-spiritualités et toutes les maisons d'édition et tous les bouquins qui vont s'écrire, mais c'est très important. Alors, en plus, l'Allemagne, c'est le pays du protestantisme, donc ça j'en ai parlé, du Rose-Croix, des illuminismes de Bavière, etc. C'est le pays de l'alternative médecine, comme on le dit en allemand, la médecine alternative, qu'on confond souvent avec les médecines ancestrales ou anciennes, ça n'a rien à voir. L'Allemagne partage ce rôle-là avec la médecine alternative américaine. En Allemagne, on retrouve aussi beaucoup d'historiens et de linguistes qui vont s'intéresser très fortement à la culture perse et hindoue et vont traduire des textes perses et sanscrits parce qu'il y a la quête de l'histoire des racines telles qu'elles sont évoquées à l'époque avec c'est la quête de l'indo-arianisme, des indo-européens. On pratique beaucoup l'astrologie en Autriche et en Allemagne, énormément. Et quand les textes de Blavatsky sont traduits en allemand, l'attraction est immense. Elle opère totalement. Il y a un personnage important qui s'appelle Franz Hartmann qui va jouer un relais fort et précieux. D'ailleurs, Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky et le colonel Olcott, son acolyte, sont en Allemagne au moment où quasiment sont traduits les textes, chez les Gebhardt, une famille théosophiste. Pour quelle raison? C'est parce qu'ils ont fui l'Inde à cause de procès. Parce que Madame Blavatsky était accusée de charlatanisme, encore une fois. Ce qu'on sait moins quand on raconte cette période, on parle de cette période-là et de l'anthroposophie, c'est qu'il y a une première société théosophique qui va se créer en Allemagne
Et c'est pas Rudolf Steiner qui va en prendre la présidence, c'est un monsieur qui s'appelle Hugo Schleiden, qui est un homme notable important, qui va avoir un rôle important dans le colonialisme allemand. C'est avec lui que va être fondée la première société théosophique allemande. C'est lui qui va être le président de cette société. Je ne sais plus si j'ai dit la date, 1886. Elle va être malheureusement rapidement dissoute parce que les affaires de Blavatsky vont jeter du trouble. C'est pas une bonne chose de créer une société théosophique à ce moment-là, en Allemagne. Néanmoins, l'idée du théosophisme perdure à travers des groupes éclatés qui s'organisent, très éclatés, qui ne s'entendent pas du tout entre eux d'ailleurs, dans toute l'Allemagne. En plus, il y a 2 sociétés théosophiques qui vont se créer, ça c'est terrible. À la mort de Blavatsky, une société américaine qui va être gérée par William Quant Judge et Catherine Tingley, si je me souviens bien, qui vont dire que la société théosophique, c'est plus ce que c'était. On a perdu l'essence de Ilham Blavatsky. Nous, on est la société théosophique qui retourne à ses sources. Et cette société théosophique va s'installer à Pasadena, aux États-Unis. Et puis, il y a la société théosophique telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est celle d'Adyar. Mais à l'époque, elle est anglaise, puisque Madame Besant, qui a repris le flambeau, est en Angleterre. Elle n'est pas tout de suite rentrée aussi en Inde. Il y a donc 2 sociétés théosophiques qui se battent dans le monde et aussi en Allemagne. Les combats d'influence vont se mettre en place dans ce pays-là, et 2 sociétés théosophiques allemandes vont être créées pour se concurrencer, l'une étant affiliée à l'américaine et l'autre affiliée à l'indienne. Celle qui va être affiliée à la société américaine va être présidée par Franz Hartmann, qui sera d'ailleurs un certain temps le mentor de Rudolf Steiner et qui va l'initier d'ailleurs plutôt au rosicrucisme. Et le président de la section allemande, ce sera Rudolf Steiner en 1902. Là aussi, c'est quand même un semi-échec parce qu'il ne sera que le 4e choix. Besant a essayé de proposer ce poste-là à d'autres personnes, tous ont refusé, jusqu'à Rudolf Steiner, qui sent l'opportunité de encore s'élever. Moi, je le considère vraiment comme un carriériste. C'est quand même un stratège, parce qu'il ne va pas seulement il va pas mettre ses œufs dans le même panier. Tous ses œufs. Il va toucher au rosicrucisme, il va s'affilier au rite Memphis Misraïm en 1905. C'est John Yarker et Theodor Reuss surtout qui vont lui faire payer une patente. Rudolf Steiner et Marie Sievers vont payer une patente, c'est-à-dire un droit d'ouvrir une loge dans plusieurs villes d'Allemagne. Et la loge de Rudolf Steiner va s'appeler la Mystica Eterna. D'ailleurs, il en fera un livre. Bon, il va vite s'en défaire du rite Memphis Misraïm. Et pendant ce temps, Theodor Reuss va créer avec d'autres le fameux OTO, l'Ordo Templis Orientis, qui sera encore plus connu avec l'avènement de Aleister Crowley, dont on dit beaucoup de choses, beaucoup trop de choses fantasques. Quand il est dans la société théosophique, quand il est président de la société théosophique, au début, il suit les maîtres indiens, les fameux Mahatmas, les fameux supérieurs inconnus, la fameuse fraternité blanche. Et au fur et à mesure, il rajoute les maîtres Rose-Croix, le maître Rose-Croix, le maître Comte Saint-Germain, le maître Jésus. Et puis finalement, petit à petit, il va dire que la société théosophique en Inde représente le pôle oriental et la société théosophique d'Allemagne va représenter le pôle occidental. Et il a commencé petit à petit à se dégager, plus ou moins. Il va profiter de procès, celui de Leadbeater, qui sera l'acolyte de Madame Besant, et de l'affaire Krishnamurti. Il va se faire virer la société théosophique, et c'est là qu'il va créer la société anthroposophique, qui est un plagiat total de la société théosophique. Et il va récupérer tous les Allemands qui étaient reliés à la société théosophique d'Adyar. Alors ce plagiat, on va le retrouver dans les principes de base de la société anthroposophique qui vont être justement annotés dans une brochure qui s'appelle Esquisse des principes d'une société anthroposophique. Alors, c'est en quelques points. Le premier, la fraternité sur un fond spirituel commun. Ça, on le retrouvait
aussi les principes de base de la société théosophique, idem pour l'investigation du suprasensible, idem pour l'idéal de vie, idem pour le fait de se défendre de devenir une religion. Le plagiat va jusque dans la devise. La société théosophique, sa devise, c'était « Il n'y a pas de religion plus haute que la vérité ». Pour la société anthroposophique, sa devise, ce sera « La sagesse n'est que dans la vérité ». Le plagiat va encore plus loin, puisque comme Madame Blavatsky, Rudolf Steiner ne prendra pas directement la présidence, la direction de la société anthroposophique. Il y a quand même des différences essentielles. La différence essentielle, c'est que la société théosophique rejette le christianisme et le Christ, en tout cas à l'époque de Blavatsky, alors que Rudolf Steiner fait du Christ cosmique ou du Christ solaire, voire du Christ karmique, le centre de sa cosmogonie. Vous nous dites qu'ils se défendent d'être une religion, mais ils intègrent le Christ, les anges, une pensée religieuse dans cette philosophie. Alors déjà, vous avez dit deux mots, religion et philosophie. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est justement sur ça qu'ils vont jouer. C'est le bon terme. En fait, c'est le bon paradoxe. Tous ces mouvements néo-spirituels, comme j'ai dit tout à l'heure, ont pour but de se détacher des anciennes traditions, notamment des monothéismes, avec cette quête de la liberté que Rudolf Steiner va appuyer avant même de créer la société anthroposophique. La liberté, ce sera son grand thème. Il faut le lire, ce bouquin, parce que c'est impressionnant de... C'est de la blédine pour chat, comme dirait une personne que j'ai interviewée il y a très peu, un ancien anthroposophe. Ça vaut pas un P de mamé. Je suis désolé, mais c'est vrai, c'est terrible, en fait. Autant je reconnais beaucoup de qualités chez certaines personnalités de la néo-spiritualité, autant chez Rudolf Steiner, j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais c'est mon opinion, hein, bien sûr. Il y a un rejet des dogmatismes, en fait, parce que justement, ces anciennes traditions sont sclérosées, dégagent un certain obscurantisme, ne libèrent pas l'homme. Là, on sort du dogmatisme. D'ailleurs, on adhère à la société anthroposophique si on veut pas. On devient anthroposophe si on veut pas. Il n'y a pas de baptême. Il y a une certaine excommunication, mais pas comme on peut le faire dans l'Église. En fait, ils prennent... il y a un principe qui est très important dans les nouvelles spiritualités, et notamment dans la société théosophique et la société anthroposophique, si on la compare aux anciennes traditions. Les anciennes traditions, quelles qu'elles soient, même nordiques, même hindoues, c'est-à-dire celles qui ne sont pas, disons, monothéistes, considèrent qu'il y a eu un premier être plus ou moins qui a été créé avec une seule tradition, une seule religion, et qu'ensuite il y a eu une multiplicité de traditions qui se sont multipliées à travers le monde. Pour les nouvelles spiritualités, c'est différent. Il y a de nombreuses traditions, il faut s'en inspirer tout en s'en détachant, puisque ce sont que des bêtises, ça a été mal compris. L'Église catholique surtout a menti aux gens complètement. Et il faut récupérer tout ça, essayer de le comprendre, et faire un syncrétisme pour mettre en place une religion universelle. Ils diront toujours qu'ils ne sont pas une religion. Les anthroposophes actuellement disent que l'anthroposophie n'est pas une religion. Mais si, c'est dit dans les textes de Rudolf Steiner, on le répète moi j'analyse par exemple les bulletins internes de la Société anthroposophique en France depuis l'année 83, c'est répété régulièrement. Il y a des extraits de Rudolf Steiner qui dit que l'anthroposophie est une religion, la religion, le vrai christianisme, et il y a des membres importants de l'anthroposophie, des non-français, qui affirment que ne pas comprendre que l'anthroposophie est une religion, c'est ne pas comprendre ce qu'est l'anthroposophie. Et quelle fut l'empreinte de l'anthroposophie par rapport à tous ces mouvements, ces religions? Ce sont des emprunts qui ont été faits dans toutes les néo-spiritualités, en fait. C'est pas nouveau. Il va faire de la même chose que ce qui se faisait avec la société théosophique. Par exemple, aux doctrines hindoues, on va emprunter la réincarnation, le karma. Rudolf Steiner va le garder. Bon, la réincarnation, le karma, c'est pas du tout ce qui est pratiqué dans la tradition hindoue.
authentique. D'ailleurs, tout ce qui va être récupéré des anciennes traditions, ça va être mal compris, tordu, réarrangé à des sauces qui n'ont rien à voir avec l'origine, en fait. D'ailleurs, le terme réincarnation, la réincarnation, c'est un concept qui est typiquement occidental. J'en ai fait une série, je ne vais pas développer là maintenant. J'en ai fait une série sur ma chaîne qui s'appelle L'impossibilité de la réincarnation. Le mot réincarnation n'existe même pas en sanskrit. On parle plutôt, le bon terme serait la métempsychose ou la transmigration. Et il y a des enjeux qui sont différents que ceux qu'on entend aujourd'hui dans la réincarnation, c'est-à-dire Shadow qui meurt et puis qui se réincarne complètement dans un être un peu plus tard, un autre être. C'est pas ça du tout. Et par conséquent, le karma, c'est pareil. Le karma, dans l'entendement de la société théosophique et la société anthroposophique, c'est le fait d'avoir des bonnes actions, de faire des bonnes actions, de commettre des bonnes actions, et puis que ce soit bénéfique pour une prochaine incarnation. Ça, c'est l'idée telle qu'elle est entendue même aujourd'hui en Occident. Bon, mais c'est complètement faux, c'est pas ça du tout. Et dans l'hindouisme, enfin, dans les doctrines hindoues surtout, le karma, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bonnes actions, mais dans le cadre des rites religieux, c'est-à-dire les prières, la charité, le fait de ne pas manger de viande, etc., etc. Si on commet des bonnes actions rituelles, effectivement, on en gagnera un certain bénéfice dans le cycle du samsara. Alors ça va être pareil avec le christianisme, on va emprunter le Christ, on va en faire un être cosmique qui sera représenté par le soleil. Dans l'anthroposophie, carrément, le Christ vit sur le soleil. Il va y avoir une relecture complète des évangiles assez étonnante. Il faut lire l'évangile de Saint Luc selon Rudolf Steiner ou l'évangile de Saint Jean selon Rudolf Steiner. Alors, Saint Luc, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, une note de lecture. À la naissance de Jésus, en fait, c'est deux Jésus qui naissent. Un qui naît à Bethléem, un qui naît à Nazareth, un qui est la réincarnation d'Adam, un qui est la réincarnation de Zoroastre. Quand les deux vont fusionner, ça va créer le Christ. Ça, c'est pas un truc qu'on retrouve dans le christianisme, qu'il soit protestant, catholique ou orthodoxe. C'est nouveau, c'est complètement nouveau. Et justement, Rudolf Steiner va dire une chose qui est assez déroutante, c'est qu'en fait, les évangiles et tout ça, on n'en a pas besoin. Bon, déjà, l'Église catholique ou même l'Église protestante n'a rien compris, a tout compris de biais ou de travers. Bon, il y a quelques vérités qui transparaissent, mais c'est obligatoire. Mais ils n'ont rien compris. Et de toute façon, on n'a pas besoin des évangiles. Par contre, mes expériences de clairvoyance et de perception des mondes spirituels, de pénétration et de voyage dans les mondes spirituels, et ce que vous pouvez accomplir vous-même en suivant ma méthode à moi, Rudolf Steiner, vous pourrez le voir. C'est ainsi. Ce que vous allez voir, ce que j'ai vu et que vous pouvez voir, va confirmer ce qu'on trouve dans l'Évangile, mais que les chrétiens ont très mal compris. Donc cette clairvoyance est prise comme vérité absolue. Non, et oui. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce principe de fidélité à la liberté, comme ça, un mot qui est lancé en l'air, la liberté, la liberté, la liberté, mais en fait, hors de Steiner, point de salut. Et ça, on en parlera peut-être un petit peu après, quand on va parler de la philosophie, de son livre, pardon, La science de l'occulte. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Effectivement, la clairvoyance, si on n'a pas accès à la clairvoyance, on ne peut pas accéder à tout ça. Et surtout, si on n'a pas accès à la clairvoyance de Steiner, et ce qu'il a vu lui, c'est qu'on s'est planté quelque part. Donc la liberté, on peut se mettre un doigt dans l'œil, pardon. Bon, voilà, sur les mythes nordiques, enfin les mythes, la tradition nordique, c'est le même topo. On va récupérer, on va mélanger, on va associer ça. C'était la grande mode à l'époque. On passait du mythe nordique de la tradition nordique, pardon, à la tradition celtique, à la tradition hindoue, etc. On trouvait des points communs entre les personnages. Alors, c'est juste souvent. Enfin non, leur interprétation n'est pas juste, mais c'est vrai qu'il y a des rapports entre toutes ces personnes qui sont citées dans les textes sacrés des différentes traditions. Mais ils vont en faire, au niveau des néo-spiritualités, ils vont en faire des gloubi-boulga, et Rudolf Steiner ne va pas être en reste. Même si, encore une fois, pour l'époque, à un moment où il y a énormément d'occultisme et il y a énormément de gens qui essayent de tirer la couverture à eux, Rudolf Steiner n'est pas très original.
En tout cas, au nordique, il va emprunter les fameux êtres élémentaires, les ondes, les esprits de l'eau, les sylphes, les esprits de l'air, les gnomes, les esprits de la terre et la salamandre, les esprits du feu. Et puis, qu'est-ce qu'il va récupérer du christianisme aussi, qu'on va voir un peu en détail, un peu plus en tout cas, c'est la hiérarchie spirituelle qu'il va emprunter à un personnage important du christianisme qu'on oublie aujourd'hui. C'est le pseudo Denis l'Aéropagite, qu'il ne faut pas confondre avec Denis l'Aéropagite, qui est un moine syrien du VIe siècle et qui a mis en place une hiérarchie spirituelle, c'est-à-dire au-dessus de la Trinité, et puis des archanges, des anges, etc., etc. Toute une hiérarchie. Ça, il va l'emprunter et il va rajouter sa sauce de clairvoyance, de réincarnation, de Christ karmique et tout ça. Donc on a une espèce de syncrétisme fait de briques et de brocs, assez fantasque, amusante, impressionnante parfois. Quand on ne connaît pas le sujet, en tout cas, c'est assez impressionnant. Et du coup, qui peut être un peu fascinante. On se dit que si c'était de la fiction, on pourrait se dire, bon, le mec, il est inventif quand même. Mais c'est pas de la fiction, pas du tout. Et c'est ça le drame, c'est qu'aujourd'hui, comme on va le voir un peu plus tard, l'anthroposophie a une forte prégnance dans la société. En tout cas, un dernier point pour expliquer où se situe l'anthroposophie à ce moment-là. Ce qui est amusant quand on lit les textes, parce qu'on s'en rend pas compte, il y a des guerres, mais c'est assez monumental, c'est du clash, comme on pourrait en trouver sur les réseaux sociaux, entre, entre les grandes personnalités du monde des néo-spiritualités de l'époque. Rudolf Steiner va créer une dissidence et son mouvement anthroposophique, ça va être la guerre entre Rudolf Steiner et Annie Besant. Annie Besant va même traiter, horreur, Steiner de jésuite. Alors, ça peut faire sourire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une énorme insulte, surtout dans ce milieu-là. C'est une insulte qui date du milieu de la franc-maçonnerie et qui est restée jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on dit que ceux qui ont fait en sorte, ceux qui manipulent le monde parmi la pensée de certains conspirationnistes, ce sont les jésuites, ceux qui ont influencé des scientifiques pour dire que la Terre est ronde, ce sont des jésuites, etc., etc. Ça va être de toute façon la guerre, non seulement pour Steiner avec Annie Besant, c'est-à-dire les Anglo-Indiens, mais ça va être aussi la guerre avec les Américains, et notamment son ancien mentor, Franz Hartmann. Rudolf Steiner, d'ailleurs, va être considéré comme un traître. Franz Hartmann, il va créer un monastère théosophique en Suisse. La Suisse est particulière. Hein. Il me semble que vous êtes suisse. Oui, je plaide coupable. En ce qui concerne les néo-spiritualités, c'est très particulier, c'est une drôle de terre d'accueil. Donc Franz Hartmann, pour le resituer, c'est le représentant de la société théosophique liée à la société théosophique américaine. Donc il va créer un monastère théosophique en Suisse. Qu'est-ce que Steiner va faire? Il va créer le Goetheanum. Annie Besant et son acolyte, Monsieur Leadbeater, vont créer une église extérieure, l'église vieille catholique. Que va faire Rudolf Steiner? Il va créer la communauté des chrétiens. Annie Besant va annoncer que le théosophisme va coopter les écoles Montessori. D'ailleurs, Maria Montessori va vivre à Adyar un certain temps où elle va écrire ses bouquins principaux sur la pédagogie de Montessori. Donc, notamment la première école Montessori qui va ouvrir en France sera ouverte à Paris, au Champ de Mars, une rue proche du Champ de Mars plutôt. Et c'est une théosophiste qui va l'ouvrir, une théosophiste française. Que va faire Rudolf Steiner? Il va créer la pédagogie Waldorf et créer sa première école, cette fameuse première école, l'école de Stuttgart, première école Steiner-Waldorf, qui va faire date. Donc en fait, l'anthroposophie va se construire aussi par la concurrence et par le clash entre les différentes sociétés néo-spirituelles.